En Europe, dans les rues, sur les campus américains ou sur les réseaux sociaux, vous le ressentez. L'islamisation, un changement culturel qui ne s'est pas produit par hasard. Ce n'est ni spontané ni aléatoire. Depuis près d'un siècle, un mouvement façonne discrètement les idées, les réseaux et les institutions derrière tout cela. Les frères musulmans, interdits dans tout le monde arabe mais prospérant en Occident. C'est l'organisation qui a créé le Hamas, inspiré l'islamisme moderne et appris à utiliser la démocratie pour diffuser une idéologie radicale. Des régimes arabes comme l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis l'ont vu pour ce qu'il était, c'est-à-dire une révolution politique déguisée en religion. Ils l'ont interdite il y a des décennies. Mais à Londres, à Bruxelles et à Washington, le même mouvement a été accueilli comme un réseau de groupes de défense des droits civiques et d'organisations communautaires. Le Moyen-Orient l'interdit et l'Occident le légalise. Et c'est ainsi qu'un mouvement trop dangereux pour le Caire a fini par façonner nos médias. Le monde européen, influençant les politiques et infiltrant les universités sous la bannière de la diversité. Si vous répondez, c'est de l'islamophobie. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la patience et une stratégie qui s'est construite sur la migration, l'organisation et notre silence. Cela fonctionne discrètement depuis presque 100 ans et nous devons en parler. Ceci est l'émission de Meira Kay sur JNS Télévision. Allons-y. D'abord, il faut comprendre le mot islamisation. L'islamisation est le processus par lequel une société adopte des normes islamiques. Cela concerne la religion, la loi, la culture et la gouvernance. Si cela ne vous convient pas, vous n'êtes pas seul. En termes politiques modernes, c'est l'effort de façonner les institutions laïques afin qu'elles reflètent l'autorité islamique. Il ne s'agit pas simplement d'être plus religieux, il s'agit de transformer une société occidentale en une société islamique. Cette idée vient directement d'une croyance spécifique selon laquelle l'islam n'est pas seulement une foi, c'est un système total, un cadre destiné à régir chaque aspect de la vie de chacun. Cette croyance est ancrée dans des versets coraniques que les islamistes citent constamment. Par exemple, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité, afin qu'il la fasse prévaloir sur toutes les autres religions. Non seulement les islamistes doivent croire en l'islam, mais ils doivent aussi le faire prévaloir sur toutes les autres religions au nom d'Allah. En théologie classique, ce verset exprime la suprématie divine, que la loi de Dieu ne devrait pas seulement guider la société musulmane, mais nous guider tous. Les frères musulmans l'ont interprété politiquement. Ils soutiennent que les musulmans, partout dans le monde, même en tant que minorité, ont le devoir religieux de rétablir la gouvernance islamique, non seulement localement, mais aussi à l'échelle mondiale. Deux notions essentielles interviennent ici, l'hijra, migration, et la dawa, prédication religieuse. Au début de l'islam, la migration du prophète Mohammed de la Mecque à Médine, l'hijra, a marqué le début de l'État islamique. Pour les frères musulmans modernes, il s'agissait d'une réalité plus que d'une histoire. Ils affirment que les musulmans migrant vers l'Occident devraient aussi créer des communautés islamiques autosuffisantes, influençant peu à peu leur société d'accueil. Et ils appelaient cela un devoir civilisationnel, migrer, bâtir une influence. Ainsi, l'islamisation est devenue une stratégie. Il ne s'agissait pas de convertir par la force, mais de créer des communautés parallèles appelées à surpasser les principales. Et pourquoi se focalise-t-il autant sur Israël et l'Europe? Pour les islamistes, Israël est un symbole théologique et politique, pas juste une terre. Cela représente la souveraineté juive dans une région qui, selon eux, devrait être gouvernée par la loi islamique. Selon les interprétations traditionnelles, une fois que la terre a été gouvernée par les musulmans, elle reste une terre islamique pour toujours, même s'ils l'ont perdue lors d'une guerre. Cela implique qu'elle doit redevenir sous contrôle islamique. Le territoire de l'Israël moderne a été gouverné par plusieurs empires musulmans, dont l'Empire ottoman plus récemment. À cause de cela, de nombreux islamistes estiment que toute cette terre fait partie du Dar el-Islam et ne doit jamais revenir aux non-musulmans. C'est pourquoi les frères musulmans ont fondé le Hamas en 1987, leur branche palestinienne. Le Hamas a adopté l'idéologie des frères musulmans, prônant l'islam comme gouvernance totale, et ajouté le djihad militant. Leur charte fondatrice dit littéralement qu'ils existent pour élever la bannière d'Allah sur chaque centimètre de la Palestine. Même idéologie, mais exprimée par la guerre et non les institutions. Et en Europe, eh bien, l'Europe est le cas test.
mais nous y reviendrons dans un instant. Commençons par le commencement. La confrérie, fondée en 1928 en Égypte par l'instituteur Hassan el-Banna, estimait que l'Occident avait dégradé le monde musulman. Il considérait la laïcité, le colonialisme et la modernité comme des symptômes du déclin spirituel. Sa réponse était de reconstruire à partir de la base, par l'éducation, l'aide sociale et la réforme personnelle, jusqu'à ce que la société vive à nouveau sous la loi islamique, la charia. N'est-ce pas merveilleux? Dès le début, la confrérie a mêlé la charité de proximité à l'activisme politique. Dans les années 40, elle dirigeait écoles, hôpitaux et entreprises. Elle prônait un renouveau moral tout en formant des milices et cellules politiques. Al-Banna affirmait que la confrérie portait un message salafia, voix sunnite. Une seule entité regroupe organisations politiques, groupes sportifs, associations culturelles, entreprises économiques et idées sociales. Si cela vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas seul. Cette phrase est devenue l'acide désoxyribonucléique du mouvement. La religion fusionnée avec la politique, le service à la communauté fusionné avec le pouvoir et la manipulation. Lorsque la monarchie égyptienne, puis plus tard le régime nationaliste de Nasser, les ont réprimés, de nombreux membres ont fui. Dès les années 50, les exilés se sont réinstallés en Europe, dans le Golfe et en Amérique du Nord. Ces exilés, médecins, ingénieurs et enseignants qualifiés ont vite fondé de nouvelles institutions à l'étranger. Nous avons tendance à considérer ces personnes comme des laissés pour compte, mais non, c'est bien plus sophistiqué que cela. Dans le Golfe, ils ont œuvré dans les écoles et universités, diffusant leur idéologie dans les nouveaux États pétroliers. En Europe, ils ont créé des centres islamiques à Munich, à Genève et à Londres, qui sont devenus des centres de formation et de coordination. Aux États-Unis, qui sont désormais infestés de cellules dormantes. Ils ont fondé l'Association des étudiants musulmans en 1963, qui a ensuite donné naissance à des groupes comme le Société islamique d'Amérique du Nord, la Société islamique d'Amérique du Nord et le Conseil des relations américano-islamiques, le Conseil des relations américano-islamiques. Des groupes légitimes. Mais en réalité, les frères musulmans, dans les années 1970 et 1980, les frères musulmans étaient devenus un réseau mondial, lié par l'idéologie et des contacts personnels, et non plus un simple mouvement égyptien. Plutôt qu'une structure de commandement, il avait évolué en un projet. Exploiter la liberté et les institutions des sociétés ouvertes pour créer des structures islamiques parallèles qui finiraient par influencer la société dominante. Après la dispersion de la direction des frères musulmans en Europe et en Amérique du Nord, elle a commencé à réfléchir à comment agir dans les sociétés non musulmanes. Vous voyez, 50 États musulmans ne suffisaient pas. 2 documents internes illustrent cet état d'esprit plus clairement que tout ce qui a jamais vraiment émergé. Il est crucial de les comprendre pour saisir ce que nous voyons actuellement. Premièrement, le projet. En 1982, les autorités suisses ont perquisitionné le domicile d'un important financier de la confrérie et ont découvert un mémorandum arabe de 14 pages, désormais appelé le projet. Ce document n'est pas un manifeste prônant la violence, ce à quoi on associerait normalement ce genre de choses. En réalité, c'est un manuel, ce qui est plus effrayant, il s'agit d'infiltration sociale et institutionnelle. Son objectif est d'expliquer comment les musulmans vivant en Occident peuvent construire des structures permanentes qui finiront par influencer, voire guider et contrôler les sociétés dans lesquelles ils vivent. Le texte présente une douzaine de points principaux, mais nous allons aborder les plus importants. Créer des organisations islamiques telles que des associations caritatives, des écoles, des clubs de jeunes et des groupes de femmes pour répondre à tous les besoins sociaux de la communauté. Coordonner les activités transfrontalières pour que chaque branche nationale se soutienne. Former de jeunes musulmans prometteurs en sciences religieuses et professions modernes, puis placez-les dans les institutions publiques, les médias et la politique. Ça évoque Mamdani? Oui? Participez avec empathie aux mouvements occidentaux, même si vous n'êtes pas d'accord. Comme les groupes de défense des droits de l'homme, les campagnes antiracistes et les églises. Chaque fois que des alliances servent la cause musulmane, elles s'appuient sur la taqiyya, principe permettant de mentir ouvertement pour des raisons religieuses. Ils ont créé des médias comme Al Jazeera et des centres de traduction pour communiquer la vision du monde des frères musulmans dans les langues européennes. Ils maintiennent la Palestine et la résistance au sionisme comme le centre émotionnel de l'identité musulmane mondiale. Et c'est évidemment très intéressant. L'un des principaux points de leur charte est de garder la Palestine comme le centre d'attention du monde entier.
Évidemment, pour éviter qu'ils ne se préoccupent des problèmes de leur pays. En plus, développer des capacités de renseignement, des réseaux d'information capables de suivre les tendances politiques, les opposants et les opportunités de financement. N'est-ce pas? Comme Tucker Carlson, il faut constamment évaluer les progrès et s'adapter aux lois ou gouvernements changeants. Qu'y a-t-il de nouveau? Les gays pour la Palestine? Soutenons-le. Nulle part le projet n'appelle au terrorisme. C'est vraiment effrayant. Son but est uniquement culturel et bureaucratique, ce qui l'a rendu très efficace. C'est là qu'il se distingue du Hamas, qui essaie de combiner le terrorisme et la manipulation culturelle. Et honnêtement, ils ont aussi réussi dans ce domaine. Il y a une deuxième chose que vous devez connaître, c'est le mémorandum explicatif de 1991. Près d'une décennie plus tard, un autre document interne est apparu, et cette fois-ci aux États-Unis. Rédigé par un homme, pouvez-vous deviner? Mohamed, un membre éminent des Frères musulmans, et il a été présenté comme preuve lors du procès de la Holy Land Foundation en 2008. C'était le plus grand procès pour financement du terrorisme de l'histoire des États-Unis. Lors de ce procès, il est devenu évident pour le monde entier que des dirigeants des Frères musulmans ont été condamnés pour avoir transféré des millions de dollars au Hamas, la branche palestinienne des Frères musulmans, sous couvert d'aide humanitaire. Et nous savons tout cela. Mais ce procès a prouvé le lien entre les frères musulmans. Et en fait, oui, ils soutenaient vraiment le terrorisme. Mais revenons à ce qu'ils ont découvert. Le titre est long et c'est un peu un vire-langue. Le mémorandum sur l'objectif stratégique du groupe en Amérique du Nord, oui, je l'ai mémorisé. Mais son idée principale est simple. Favoriser l'implantation de l'islam en Amérique du Nord par un djihad civilisationnel. Et si cela paraît contradictoire, c'est le cas. Mohamed évoque une transformation où les musulmans, via des institutions légales, modifient la culture pour que les normes islamiques deviennent des standards publics acceptés. Comme un hijab, il fournit deux types de détails. Premièrement, une liste d'organisations existantes considérées comme faisant partie des alliés du mouvement. Deuxièmement, un plan opérationnel en 10 points. Nous, Juifs et Israéliens, avons beaucoup à apprendre de cela. Si vous vous demandez pourquoi leurs attaques contre nous semblent si coordonnées, eh bien c'est parce qu'elles le sont. Et voici quelques-unes des choses qu'ils défendent. Unifier le paysage. Rassembler mosquées, associations étudiantes, organisations caritatives et groupes de plaidoyer sous une stratégie commune pour unir leurs ressources vers un objectif à long terme. Utiliser la même terminologie. Ils créent des points d'ancrage communautaire permanents, construisent des centres islamiques qui combinent des espaces de prière, des écoles, des services sociaux, ainsi que des bureaux juridiques ou médiatiques. Ils deviennent des centres religieux et de mauvaises représentations civiques, présentant des organismes fêtiers comme porte-parole légitimes. Les organisations terroristes s'adresseront aux gouvernements et journalistes qui cherchent toujours un porte-parole pour la communauté musulmane. En s'organisant en premier, les groupes affiliés aux frères musulmans comblent ce vide. Former des leaders et professionnels, intéressant, non? Former imams, enseignants, journalistes et avocats capables de comprendre et d'agir efficacement dans les institutions occidentales. Infiltrer de l'intérieur. La formation au leadership, c'est de l'éducation politique. Contrôler l'éducation et la jeunesse. Des écoles du week-end aux associations universitaires. Contrôler le programme et la culture étudiante façonne la vision du monde de la prochaine génération. Ils ciblent les jeunes car ils représentent l'avenir. Ils s'engagent délibérément en politique, tissent des liens avec des politiciens sympathisants, participent aux consultations et veillent à ce que les perspectives de la communauté influencent la législation et le financement. Si vous vous demandez pourquoi le mouvement pro-palestinien a reçu autant de soutien de la part du gouvernement américain, les gens contrôlent le récit public, créent des plateformes médiatiques et désignent des porte-paroles qui définissent la critique comme un préjugé. Si vous dites quoi que ce soit contre l'islam radical, on vous traite d'islamophobe, alors qu'en même temps, ils présentent constamment les objectifs islamiques comme des questions de droits civiques tout à fait ordinaires. Al Jazeera banalise totalement le terrorisme, mais elle est perçue comme CNN ou Fox News, juste une entreprise médiatique normale. Utiliser la question palestinienne comme moteur moral. Mobiliser musulmans et alliés non musulmans autour de l'imagerie de l'occupation et de la résistance, car au nom de la résistance, tout devient possible. Vous créez un lien émotionnel entre l'islamisme mondial et l'activisme de gauche occidentale. C'est insensé, mais ça fonctionne. Un autre point qui est important, atteindre l'indépendance financière.
développer des entreprises, des dotations et des fonds caritatifs qui peuvent financer les activités du mouvement sans dépendre de gouvernements hostiles comme une flottille. Exploiter les systèmes juridiques, utiliser les droits constitutionnels. Et ça, les gars, c'est le plus fou de tous. La liberté de religion et d'expression pour protéger l'activisme islamiste et pour défier les opposants par le biais de procès et de plaintes administratives. C'est-à-dire utiliser le système démocratique contre eux afin qu'ils puissent venir et le transformer en système islamique. Si cela vous rappelle Hitler utilisant la démocratie pour instaurer une dictature, ce n'est pas pour rien. Le langage est très bureaucratique, mais l'intention est extrêmement idéologique. Créer des institutions parallèles qui finissent par acquérir une autorité dominante. C'est pourquoi les chercheurs décrivent souvent l'approche de la confrérie comme de l'entrisme. Entrer dans les institutions non pas pour s'y intégrer, mais pour les influencer de l'intérieur. Ces deux mémorandums ne sont pas des reliques anciennes. Ils se ressemblent et c'est parce qu'ils le sont. Quand les enquêteurs analysent le fonctionnement des réseaux islamistes dans les capitales occidentales, aujourd'hui, via des associations caritatives, fondations éducatives, coalitions de lobbying et bureaux de presse, ils retrouvent la même structure que celle décrite dans ces textes. Elles sont importantes car elles révèlent une philosophie du pouvoir patiente. Elle est lente, bureaucratique et la plupart des gens ne le remarqueraient même pas. La confrérie des frères musulmans a compris que les démocraties modernes pouvaient être influencées plus efficacement par les institutions civiles que par la confrontation ou le terrorisme. Les étudiants pour la justice en Palestine, pouvaient attirer plus de sympathie que le 11 septembre. Dans une grande partie du monde arabe, cette leçon est devenue une menace. L'objectif des frères musulmans de remplacer l'autorité laïque par une gouvernance islamique, comme la charia, a défié tous les régimes. Après le printemps arabe, le danger est devenu vraiment réel. En 2011, les frères musulmans ont pris le pouvoir en Égypte, renversé 2 ans plus tard. En 2013, l'armée égyptienne avait interdit le mouvement en tant qu'organisation terroriste. Peu après, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Iran ont suivi, tandis que la Jordanie et le Koweït ont imposé de fortes restrictions. Les frères musulmans, souvent vus comme un groupe ordinaire, sont en réalité des terroristes. Ces gouvernements ont compris ce que les dirigeants occidentaux hésitent à admettre. Les frères musulmans ne cherchent pas à obtenir un poste dans un pays en particulier. Ils essaient de prendre le contrôle de la civilisation. C'est cette idéologie qui a donné naissance au Hamas, fondé par un dirigeant des frères musulmans à Gaza. La charte du Hamas qualifie la Palestine de waqf islamique, un bien sacré, qui ne doit jamais être abandonné. Ils ont combiné la gouvernance islamique des frères musulmans avec le djihad armé et une théologie antisémite. Là où les frères musulmans privilégiaient les institutions, le Hamas a choisi la guerre. Mais l'acide désoxyribonucléique idéologique est absolument identique. C'est pourquoi l'Égypte ne veut pas que des Palestiniens reviennent à sa frontière. Les régimes arabes ont écrasé les frères musulmans pour protéger leur propre souveraineté, mais l'Europe et les États-Unis ont fait le contraire. Les démocraties occidentales, attachées aux libertés religieuses et d'association, ont légalisé et financé des organisations liées aux frères musulmans au nom du multiculturalisme et des droits civiques. Aucun gouvernement ne veut être accusé d'islamophobie. Après avoir été expulsés du Moyen-Orient, les frères musulmans se sont installés à Londres et à Washington, s'intégrant dans des organisations non gouvernementales, médias et réseaux de plaidoyer. L'ironie est frappante. Un mouvement trop dangereux pour le Caire façonne désormais la politique publique et le discours universitaire en Occident. Et la migration a accéléré son expansion. Des millions ont préféré l'Europe à de nombreux pays musulmans, car ses frontières étaient ouvertes. Les aides sociales sont généreuses et l'assimilation est facultative, des conditions parfaitement adaptées à l'expansion idéologique. Le flux massif d'immigration n'est pas aléatoire. Rappelez-vous, c'est une conviction idéologique pour eux. Ils pouvaient choisir parmi 50 pays islamiques, mais non. Et évidemment, à mesure que les migrants arrivaient, des besoins pratiques comme les écoles, le logement, les mosquées et l'aide juridique ont créé une opportunité. Les frères musulmans l'ont comblée car les gouvernements ne le pouvaient pas. Des décennies d'expérience organisationnelle ont permis à ces associations caritatives d'intervenir plus rapidement que n'importe quelle agence d'État en apportant une aide concrète, mais aussi une vision du monde. Les gouvernements dépourvus de stratégie d'intégration ont externalisé la représentation communautaire à ces mêmes réseaux, transformant les subventions en partenariats à long terme. Avec le temps, les organisations religieuses sont devenues des groupes de pression politique.
Il faut admettre que l'échec des politiques a favorisé cette mainmise idéologique sur l'Occident. La migration a fourni les personnes, mais ce sont les institutions de ces pays qui les ont ensuite organisées. Faible intégration et assimilation à l'idéologie occidentale. Laissez l'idéologie islamique combler ce vide. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays européens ont fait venir des travailleurs de leurs colonies pensant qu'ils repartiraient ensuite. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont installés, ont fondé des familles et créé des quartiers distincts, devenus des sociétés parallèles. Dearborn, beaucoup d'immigrés cherchaient la stabilité, mais des groupes organisés y ont vu une opportunité. Faute d'intégration des jeunes par les États, les islamistes ont profité de l'ouverture européenne pour agir de l'intérieur. Le modèle multiculturel, un si mauvais modèle, supposait que chaque groupe partageait les mêmes valeurs civiques. Tu viens en Europe, tu veux être européenne, mais en pratique, cela a donné du pouvoir aux voix des organisatrices les plus influentes, souvent les organisations non gouvernementales alignées sur les frères musulmans, qui sont devenues de fait les représentantes des musulmanes. Enregistrées comme association à but non lucratif, elles se disaient partenaires de l'intégration, mais incitaient en réalité les jeunes à résister à l'assimilation. Les municipalités les engageaient pour des programmes jeunesse, les écoles les consultaient sur la religion et elles contrôlaient bientôt l'accès aux subventions, aux débats politiques et la présentation médiatique des sujets. Toute critique a été étouffée en la traitant d'islamophobie, et quiconque, journaliste, enseignant ou réformateur musulman, a voulu parler a été ignoré ou sanctionné. La peur dictait la politique. En 2010, les conséquences culturelles étaient et restent impossibles à dissimuler. Les cours sur la Shoah ont été supprimés sous la menace. La police a ignoré les scandales liés au réseau d'exploitation sexuelle qui continuent encore aujourd'hui. Les journalistes étaient égocentriques car ils refusaient d'être vus comme islamophobes. Le désarmement moral régnait en Europe, honteuse de son passé et confondant tolérance et capitulation. Aujourd'hui, l'antisémitisme progresse ouvertement. Vous vous rappelez, les campus de Manchester ont glorifié le terrorisme. Des milliers de personnes défilent dans les rues, tandis que les gouvernements occidentaux continuent de financer ces groupes. Ils avaient pourtant mis en garde contre eux. Le résultat, nous avons une nouvelle culture de la peur. L'Europe continue de renforcer ces mêmes réseaux. La migration se poursuit. Les taux de natalité divergent parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Les dirigeants débattent de sémantique au lieu de vraiment élaborer des politiques pour y mettre fin. Au lieu de combattre le terrorisme, ils cherchent un coupable. Et, sans surprise, ils se tournent vers Israël. Même si cela peut sembler sans espoir, je vous comprends vraiment. Si nous avons la moindre chance de sauver nos pays, cela commence par comprendre le problème. On dit qu'en allant à la racine d'un problème, la plupart des solutions apparaissent d'elles-mêmes. Espérons que nos sociétés apprennent avant le prochain 7 octobre en Europe. Nous aussi, les Israéliens, pensions que nous pouvions nous contenter de croire naïvement que la paix était possible. Mais lorsque l'ennemi travaille sur un plan d'un siècle pour notre anéantissement par assimilation, cette menace doit être prise très au sérieux. Nous voyons l'impact de cette stratégie en ligne partout où nous allons. Mais ici en Israël, nous avons une armée qui nous défend contre les idéologies. L'Europe n'en a pas. Et elle la prend vraiment à la dure. Malheureusement, l'Amérique suit de près, plus près qu'il ne le réalise, et vous devriez y prêter attention. Les cellules dormantes, elles sont répandues dans tout le pays, et l'islamisation a vraiment commencé. Nous devons réfléchir à cela et nous concentrer là-dessus. Et si cet épisode est un peu moins, je ne sais pas, optimiste que d'habitude. C'est pour une raison, parce que je me suis plongée dans la façon dont leur stratégie est sophistiquée pour prendre le contrôle du monde. Et j'ai réalisé que si nous ne commençons pas dès hier à riposter, à comprendre cela et à vraiment faire le travail, même si cela nous met mal à l'aise de dénoncer la radicalisation de nos pays, nous sommes dans de très graves ennuis. Alors réfléchissez-y. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez apporter le changement là où c'est nécessaire. Agissez dans votre communauté pour éviter que vos écoles et universités ne deviennent le terrain de jeu de la charia. Je suis Meira, à la prochaine.